Bonjour mesdames et messieurs qui nous suivez à travers vos petits écrans, ici en Afrique, au Congo plus précisément, et à l'Hexagone. Merci pour votre complicité, merci surtout pour votre participation à notre émission, surtout parce que vous œuvrez souvent à nous envoyer des réflexions, en tout cas des thématiques qui riment avec la vie nationale. Aujourd'hui spécialement, certainement à l'attente des Congolais, nous allons examiner une question aussi importante, en tout cas quelque chose de ramassé comme ça. Nous allons voir comment l'opposition parle en tout cas de l'actualité. C'est pourquoi notre thème, quand l'opposition congolaise parle actualité, évidemment, il faut dire que l'actualité congolaise est vraiment tellement riche sur le plan politique, social, ainsi de suite, au point où les Congolais attendent des réponses. Mais puisqu'il s'agit aujourd'hui de Dave Mafoula, président du parti Les Souverainistes, il faut rappeler qu'il était candidat à la présidentielle, donc c'était un opposant congolais, un jeune opposant congolais, qui en tout cas a du tonus, comme tous on peut le constater, qui certainement sera candidat aux échéances prochaines. Nous avons pensé lui donner la parole pour qu'il fasse lecture donc, de l'actualité. Oui, c'est ça la politique, parce qu'il s'agit de compétir. S'il y a un son de cloche de la majorité présidentielle, il doit nécessairement avoir un son de cloche de l'opposition. C'est ça la règle démocratique. Que pense l'opposition à travers donc ce candidat ou ce président du parti, Dave Mafoula, au sujet de quelques points ici ressassés par Marc Le Bazar, des points en tout cas très importants pour l'opinion congolaise. Bonjour donc président. Bonjour monsieur Okilas. Merci d'abord, il faut rappeler qu'après votre balai, en tout cas votre rencontre, le balai que vous effectuez depuis près d'une année, et donc en contact avec les Congolais pour échanger sur les problèmes des Congolais, vous êtes peut-être le seul à le faire, il faut le dire. C'est ça qui nous importe. Et pour cette pause que vous avez eu à faire, nous avons donc profité de l'occasion de vous inviter enfin pour que vous essayiez de porter votre regard sur la vie nationale, ce qui est normal. Alors, d'abord, il faut dire, vous nous revenez à Brazzaville, dans votre JBCR certainement. Il y a bien des choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre balai, de votre tournée? Merci de m'avoir accordé la parole. Je souhaiterais qu'on parle de tournée nationale parce que balai, c'est un vocable qui peut prêter à confusion en fonction de ce que nous avons présenté aux Congolais. Voilà. Au sortir de l'élection présidentielle de 2021, oui, élection à laquelle j'ai pris part, j'ai été candidat, j'avais promis aux Congolais la proximité avec eux. Et moi, je suis de ceux qui pensent que lorsque une parole d'un homme politique est donnée, il faut la respecter. Et donc, c'est d'abord une manière pour moi de respecter ma parole et aussi parce qu'il y a un besoin réel d'écouter les doléances des Congolais. Et donc, je ne veux pas être cet acteur politique qui va rester chez lui et concevoir des idées avec son équipe. Il était question d'aller vers les Congolais et c'est ce que nous sommes en train de faire avec Mbongi Tour. Et depuis mars 2023, je suis en contact avec beaucoup des Congolaises et des Congolais et je peux vous garantir que lorsque je suis en ces moments de consultation avec les Congolais, on entend des choses. Il y a des sentiments qui sont dégagés, des sentiments d'inquiétude, des sentiments de peur, parce qu'il faut le dire qu'avec toute la paralysie que nous sommes en train de vivre dans notre pays, ces sentiments sont légitimes. Et c'est pas une situation facile en tant qu'acteur politique d'aller écouter ces doléances-là, voir comment est-ce que nos mamans, nos papas, nos jeunes expliquent leurs doutes sur l'avenir, sur la direction que prend le pays. Mais on arrive quand même à le faire parce qu'il est important que derrière nous puissions créer des conditions de réconciliation entre l'homme politique ou l'acteur politique avec les populations. Donc c'est ce que nous sommes en train de tenter de faire. Et je profite aussi pour cette occasion de donner notre programme. Le prochain programme, c'est pour Dolisie. Ça va se passer pendant ce mois. Et je crois que je reviendrai pour donner la date exacte pour Mbongi Tour à Dolisie. Merci beaucoup. Donc, la prochaine fois, ça sera Dolisie. Mais en tout cas, une petite question. Est-ce que vous êtes accepté dans toutes ces localités? Est-ce que vous êtes bien accepté? Je n'ai pas eu des localités où ça a été difficile. Mais je pense que
c'est pas parce que je m'appelle M. Mafoula, mais c'est parce que les Congolais ont besoin de s'exprimer. Et lorsque une occasion est donnée par un homme politique, alors ils arrivent parce qu'ils ont besoin et ils s'expriment. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau parce que je suis accepté, je suis écouté et on arrive à dialoguer. C'est le plus important. Cela vaut la peine en tout cas pour un présidentiable. Hein. Cela vaut la peine, il faut écouter les Congolais, c'est même la règle démocratique. Alors, nous allons rentrer dans le vif de notre échange. Vous êtes acteur, vous voyagez beaucoup, vous êtes en alerte avec la vie nationale. Ça, vous venez de le démontrer. Et on va chauffer un peu cet échange avec vraiment les questions d'actualité qui préoccupent aujourd'hui les Congolais. D'entrée de jeu, vous avez suivi en tout temps sur la toile, certainement, et vous étiez informé en tant qu'acteur politique de la sortie du révérend pasteur Ntoumi, qui a chargé la toile. C'est un citoyen congolais comme tout autre. Il faut dire, il est responsable spirituel. Il était responsable aussi, il avait eu des responsabilités dans ce pays. Alors, dans son milieu naturel, on ne l'a pas vu depuis là. Mais sa sortie pour Dolizy a tenté de déranger, bon, peut-être le mot, c'est pas celui-là, mais ça a suscité des interrogations des Congolais au point où, vous savez, les Congolais communiquent maintenant sur la toile. Alors, comment vous appréciez, quelle lecture faites-vous de cette sortie, président Dave? Écoutez, comme tous les Congolais, nous avons suivi la sortie du révérend pasteur Ntoumi à Dolizy et je crois récemment à Kayi. Ouais. Mais je reste persuadé d'une chose, c'est que M. Ntoumi, c'est un Congolais comme tout autre. M. Ntoumi joue de sa liberté. Et je crois que cette sortie, qu'elle soit une sortie politique ou une sortie liée à sa religion, ne devrait pas préoccuper les Congolais. Les va-et-vient de M. Ntoumi ne doivent pas préoccuper autant des Congolais parce qu'en réalité, il y a une disposition constitutionnelle qui aujourd'hui garantit la liberté de circulation. Je crois que ça doit être l'article 22 de la Constitution qui stipule que tout citoyen est libre de circuler sur l'étendue du territoire national. Donc je pense que c'est le droit de M. Ntoumi et à lui d'engager l'usage qu'il veut en faire. Et donc les Congolais n'ont pas à s'inquiéter. Et puisqu'il y a un silence du gouvernement, donc il n'y a pas un problème. C'est vrai que ça peut inquiéter parce que M. Ntoumi, ce n'est pas non plus un citoyen lambda. Il y a quand même l'historique de ce que c'est le Congo. Le Congo et ce que nous avons déjà connu. Mais je pense que ça, on peut mettre ça sur le compte du passé et ne pas aujourd'hui s'inquiéter à des sorties de M. Ntoumi. Il sait ce qu'il fait. Et à partir du moment où ça se passe dans une quiétude parfaite, il n'y a pas à s'inquiéter. Je pense que c'est ce que je peux dire aux Congolais, de ne pas s'inquiéter. Mais ce serait au gouvernement de répondre si quelque part il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Voilà. Mais cela s'est fait sentir lorsque un responsable à Dolizy, je crois bien monsieur le sous-préfet, qui l'a... Effectivement, je crois que c'est le préfet. Le préfet a eu à calmer le jeu. Il a bien expliqué que M. Ntoumi était là pour des raisons qu'il a évoquées et puis qu'il était logé chez lui. Donc je pense qu'il n'y a pas à avoir de panique sur les déplacements de M. Ntoumi. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de panique aussi sur les déplacements de M. Mafoula, alors, dans l'état du territoire. Pas du tout. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission. Alors, entre-temps, nous avons suivi, ça fait, je crois, 48 heures peut-être, si je ne me trompe pas. Alors, un papier qui était devenu, il faut dire, un peu viral sur la toile. Nous l'avons suivi, nous avons suivi les commentaires, et le papier relevait du ministère, il faut dire, de la Santé. Et le souhait serait de voir la calmie, surtout, que le président parle du combat des réseaux sociaux. On a l'impression que ça nous donne d'abord la réalité. On débat aujourd'hui sur une question, les Congolais avalent tout sur la toile, ça devient une détente, ça devient une préoccupation. Et avant que vous terminez une question comme ça sur la toile, demain vous avez une autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le dernier qui est tombé, c'était ce papier, je crois, d'évacuation sanitaire, qui a dérangé pas mal les Congolais sur la toile. Quand je parle de la toile, en tout cas, ce sont les Congolais. Et donc, ça parle de la toile, de la rue. Comment vous avez apprécié cela? Déjà, pour vous répondre par rapport à ce que pense le président de la République, qu'il faut combattre les réseaux sociaux ne sont pas à combattre. Les réseaux sociaux sont à réguler. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où
bien que la liberté d'expression est garantie, mais nous n'avons pas toujours des canaux de communication. On ne peut pas parler comme on veut. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, les Congolais s'expriment librement. Donc il faut accepter le fait que les Congolais doivent parler. Et lorsque ça ne va pas, il faut que les Congolais expriment ce mécontentement. Sur le document qui a fuité, il faut le dire comme ça. Oui, il a fuité. Alors, il faut dire simplement que cela, parce que j'ai vu que c'était une demande de décaissement pour des évacuations sanitaires. Mais cela explique aujourd'hui la qualité des hommes politiques qui nous dirigent. Et je suis étonné de voir qu'un ministre de la Santé puisse pondre un papier comme ça, alors que nous vivons une situation très difficile financièrement. Quand vous pouvez aujourd'hui demander un décaissement de 400 millions pour, je ne sais pas, 8 personnes, c'est très dangereux, mais on nous montre que nous sommes dans un système où les dirigeants s'occupent des autres dirigeants, ils se préoccupent de leur santé, alors qu'à côté, il y a énormément de Congolais qui en souffrent, qui ne peuvent pas bénéficier des évacuations sanitaires. Mais je pense aussi que ce sont des dépenses qu'il faut aujourd'hui repenser ou peut-être les supprimer, parce que si nous sommes tous Congolais, il ne faudrait pas qu'il y ait des Congolais qui puissent avoir des avantages en ce qui concerne les cas d'urgence sanitaire, et d'autres qui vont rester ici, vont se faire soigner au CHU. Des autorités. Hein. Je pense qu'avec cet argent qu'on dépense, parce qu'il y a une dépense énorme sur les évacuations sanitaires, nous pouvons créer des conditions d'avoir un plateau technique dans des hôpitaux ici au Congo pour permettre aux professionnels de santé de mieux travailler et surtout pour que cela bénéficie à toutes les populations. C'est quelque chose qui attriste les Congolais et qui nous attriste aussi, nous les hommes politiques, parce que ce n'est pas de cette manière qu'on devrait faire les choses. Mais moi, j'invite les Congolais à comprendre que nous sommes dans un pays dirigé par des gens qui ont une insouciance réelle en ce qui concerne ce qu'ils pensent, les aspirations. Et j'espère qu'avec tout ce que les Congolais sont en train de faire, c'est-à-dire que dévoiler ces choses-là dans les réseaux sociaux, il y aura peut-être une prise de conscience de la part de ceux qui nous dirigent et peut-être qu'ils pourront changer les choses. Mais qu'ils le fassent ou pas, il y a toujours un moment où les choses vont s'arrêter et nous allons reprendre le contrôle pour choisir demain ceux qui vont diriger avec responsabilité. Alors, Président Mafoula, vous avez l'habitude de compétir, donc vous aurez certainement, si Dieu le veut, il faut le dire comme ça, une place de choix dans ce pays. Mafoula, un jour président d'AV au Congo, et vous tombez malade, ou bien responsable dans une autre institution de la République, et qui donne de son temps, ses qualités, toute sa vie pour la République, étant malade, c'est quand même une machine que l'État doit prendre en charge pour traiter, n'est-ce pas ? Je suis bien d'accord qu'on traite les gens. Le problème ici ne se pose pas en fonction de est-ce qu'il faut donner un traitement aux hommes politiques ou pas. Adéquat. Mais le problème, c'est que nous devons considérer les Congolais de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur un acte de naissance d'un Congolais, monsieur Untel, qui doit être privilégié par rapport aux autres. C'est que même le président, lorsqu'il va se soigner ailleurs, il faut qu'il se pose des questions. Mais parce que le jour... Prenez un exemple, quand nous avons vécu la situation du Covid où les frontières étaient fermées. Et à ce moment-là, quand un acteur politique était tombé malade, il se soignait où? Il se soignait chez lui. Donc on ne peut pas attendre des situations assez difficiles pour voir comment est-ce qu'on peut faire les choses au sein de dans notre propre pays. Moi, je pense que la responsabilité de politique et surtout du président de la République, c'est de faire de son mieux pour que, dans son pays, que les domaines comme la santé, comme l'éducation, ne soient pas des domaines où nous allons être en difficulté pour en dépendre il faut bien équiper ça. Donc je pense que oui, il faut mener une politique assez intelligente pour permettre à ce que nous ne soyons pas dépendants des autres. Parce que lorsque, sur une question de santé, vous devez dépendre des professionnels de santé des autres, des hôpitaux des autres, vous imaginez un peu le chaos. Je pense que c'est un échec. Et cet échec-là doit être peut-être repensé et réparé. Ben oui, mais vous savez que dans ce sens, beaucoup d'efforts sont consentis depuis des années en matière de santé. Il faut reconnaître quand même, président d'AV, qu'il y a un travail qui est fait. Hein.
à ce sujet. Écoutez, c'est un processus. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Okilas, mais à partir du moment où, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'observer des documents qui nous parlent des évacuations sanitaires, ça veut dire qu'il y a un problème qui n'est pas résolu dans notre pays. Donc, il y a le discours et il y a ce que nous voyons. Si tout a été fait, pourquoi on doit encore évacuer des gens à l'extérieur? C'est-à-dire que je ne sais pas si on arrive à comprendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes un pays souverain et la souveraineté, ce n'est pas la dépendance vis-à-vis des autres. Je ne vois pas un dirigeant français venir se soigner ici au Congo. Alors pourquoi nous devons faire le contraire? Si nous faisons le contraire, ça veut dire qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore réussi à faire ici. C'est une inquiétude. Je comprends que celui qui est malade doit chercher tous les moyens pour se rétablir, bien évidemment, mais il va falloir qu'on repense ces choses-là ici, parce que si nous sommes nés ici, nous devons avoir des garanties d'être en bonne santé dans notre pays, et s'il y a un problème, que le pays soit en capacité de régler ce problème-là. Oui, le président Bongo a été surpris sur la question, parce que je me souviens, le président Bongo, après son échec, nous avons vu les populations monter à ce sujet qu'il se fasse traiter chez lui. Mais en tout cas, si aujourd'hui, je ne veux pas insister là-dessus, le président, je ne le souhaite pas, le président candidat a un problème, si on dit qu'il va se traiter en Europe, bon. Je ne sais pas si ce jour-là vous allez dire non. Je vous en prie. C'est votre politique. Alors, il faut qu'on se comprenne, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des confusions dans ce que je suis en train de dire. Mes propos ne doivent pas être dénaturés. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais je dis qu'il serait important pour nous d'arriver à une sorte d'indépendance sanitaire vis-à-vis des autres pays. De penser notre secteur. Bien évidemment. Voilà. C'est même le combat dans le groupe des médecins, en tout cas, c'est le combat actuel, je me souviens bien, dans un grand groupe des médecins sur la toile. Voilà, il faut peut-être penser, redonner vie, donner surtout vie au secteur sanitaire congolais. Sinon, les cris et les pleurs, tous, nous l'écoutons. Merci, Président Mahab, on peut clôturer avec ce point. Alors, nous passons à un autre point, le rallongement de l'année de la jeunesse. Après 100 000 emplois, tous, nous avons suivi le message du chef de l'État. Avant le chef de l'État, nous avons communiqué la jeunesse. On a fait un même État avant le chef de l'État. Mais là, l'homme a précisé. Effectivement, Président Dave, vraiment, j'ai voulu que vous l'examiniez parce que vous êtes jeune, d'abord, et vous avez beaucoup d'ambition. Et nous vous suivons de près. Alors, le Président venait de lâcher pendant les festivités du 15 août, lors de son message. Il a bien démontré que c'est un processus. Parce que en une année, à moins de faire Dieu, en une année, je ne vois pas comment régler tous les problèmes de la jeunesse et renvoyer l'ascenseur de la jeunesse, sachant les attentes, tout en sachant les attentes de la jeunesse. Et en une année, on ne peut pas réaliser 100 000 emplois quand même. N'est-ce pas? Écoutez, je n'ai pas vu des jeunes venir bousculer le président pour qu'il fasse cette déclaration. Il l'a fait en toute conscience, en toute liberté. Et je pense une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que la parole politique se désacralise par les hommes politiques qui nous dirigent aujourd'hui. Parce que la parole d'un président, ce n'est pas quelque chose de rien du tout. La parole d'un président, ça peut refléter même l'image de tout un pays. Ouais. La parole d'un président, je crois que ça peut être, politiquement parlant, ça peut être un instrument même, un instrument stratégique. On peut voir comment est-ce qu'on peut mobiliser avec la parole du président, comment est-ce qu'on peut faire des projections à l'avenir par rapport à la parole d'un président de la République. Mais quand la parole d'un président de la République n'a plus d'essence, n'a plus de valeur, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude. Et je ne sais pas s'ils se rendent compte. Le président de la République n'a pas été forcé à tenir ce discours. Et lorsque vous tenez des discours, vous faites des promesses et qu'à la fin, vous ne réussissez pas à tenir ces promesses-là, c'est un échec criard. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes dirigés par des personnes qui nous créent que des problèmes. Le Congo aujourd'hui représente que des problèmes. Et le véritable problème de notre pays, c'est l'équipe dirigeante qui conduit les affaires de l'État, en commençant par le président de la République. Comment vous pouvez dire aux jeunes que 2024 est dédié à l'année de la jeunesse et pratiquement à la fin de cette année dédiée à la jeunesse, vous vous rendez compte que vous ne pouvez absolument rien faire et à ce moment-là, vous faites des rallonges.
ce n'est pas responsable. Je crois que c'est le président qui nous a fait la pédagogie ou fait la pédagogie aux jeunes sur la notion de responsabilité. Et je crois que lorsqu'on a eu la parole, lorsqu'on a donné une parole présidentielle et qu'on ne l'a pas respectée, c'est irresponsable. De la part du président, de la part de ceux qui nous gouvernent. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui m'écoutent, ils ont légitimement le droit de ne plus faire confiance à la politique, de ne plus faire confiance au président de la République. Et sachez aussi, M. Okilas, que lorsque le président ne tient pas ses promesses, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas la première promesse qu'il a faite aux Congolais et qu'il n'a pas réalisée. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a énormément de choses qu'il a dit qu'il n'a pas réussi à le faire. Nous avons toujours des problèmes d'eau et d'électricité dans ce pays, nous avons des problèmes de bourse dans ce pays, nous avons des problèmes de pension de retraite dans ce pays. Est-ce que là, il ne s'agit pas des gouvernements ? Mais qui est la personne qui a été élue pour régler les problèmes des Congolais? Voilà, il est élu, je vous en prie. La personne s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Il est élu, il a une feuille de route qu'il présente au gouvernement. Le président n'est pas membre du gouvernement, il a un gouvernement nommé qui ne bénéficie pas des suffrages des Congolais, mais nommé pour un but. En ce moment-là, je ne vois pas, c'est ça souvent chez nous. Vous allez me permettre, vous serez présent un jour, si Dieu le veut, comme je l'ai dit. Alors, lorsqu'on donne les missions à un gouvernement, au gouvernement, d'ailleurs, parce qu'un président peut en changer plusieurs fois, et qu'il n'y a pas de réponse au niveau des attentes des populations. En ce moment-là, c'est le président qui est interpellé ou c'est l'exécutif? Je ne sais pas pour quelle raison vous voulez dédouaner le président. Dédouaner le président. On ne dédouane pas. Je crois que je vous ai laissé me poser la question, si vous pouvez me permettre juste d'aller jusqu'au bout de mon analyse. Le président ne doit pas être dédouané de sa responsabilité. Pas un manager, ou bien il ne doit pas être dédouané de sa responsabilité. Voilà. Les Congolais ne sont pas allés dans les urnes pour voter Koliné Makosso, pour voter les ministres qui sont dans son gouvernement. Les Congolais sont allés pour voter un président. Et peu importe la manière dont le vote s'est passé, mais aujourd'hui nous avons un président qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Et lorsque ça ne marche pas, je ne peux pas aller attaquer un ministre. Parce qu'en réalité, le ministre ne bénéficie pas d'une légitimité populaire. Le ministre bénéficie de la légitimité du président qui, lui, a la légitimité populaire. Donc, et la Constitution est claire, c'est le président et le Premier ministre qui choisissent des membres du gouvernement. À partir du moment où vous avez la capacité de choisir un gouvernement, vous avez aussi la capacité de le démettre des fonctions. Et si nous avons toujours ce gouvernement, c'est parce que le président veut garder ce gouvernement. Ah donc si ça ne marche pas, je ne vais pas aller attaquer Koliné Makosso, attaquer les autres membres du gouvernement, je vais attaquer le président. Vous l'avez rappelé ici, et je le dis aux Congolais, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Oui. Et je pense que nous savons ce que c'est qu'être président de la République, c'est une responsabilité vis-à-vis des citoyens. Quand ça ne marche pas, vous êtes le premier à porter cette responsabilité. Le président de la République n'a pas respecté sa parole. On ne peut pas aller mettre ça sur les dos des ministres, parce que si un ministre n'a pas suivi les instructions données par le président de la République, à ce moment, le président doit prendre la décision de le démettre de ses fonctions. Ce que nous sommes en train de voir, c'est qu'il y a une déclaration qui a été faite, il y a une parole du président qui a été donnée, qui n'est pas respectée, et je le dis encore, c'est irresponsable, et à ce moment-là, il faut que le président prenne toutes ses responsabilités. S'il pense qu'il y a encore une possibilité de peut-être d'agir, il peut le faire. Si vous dites que c'est le gouvernement qui ne suit pas, à ce moment-là, c'est à lui de changer le gouvernement. Mais les Congolais ont remarqué que nous sommes dans un pays où les dirigeants sont insouciants de ce qu'ils vivent, et des discours, aujourd'hui, n'ont plus d'effet. Parce que le discours du président est passé, et les 100 000 emplois, parce que vous en parlez. Oui, mais les 100 000 emplois, c'est pas en une année. C'est pas en une année, à moins, franchement, même Dieu ne peut pas le faire. Ça, c'est une réalité. Non, mais ça, vous êtes réducteur. On est en train de parler d'un État. Voilà. On parle d'un pays. Voilà. Un pays qui a pratiquement 6 millions d'habitants, si on reste un peu sur le recensement qui a été fait tout récemment. 6 millions d'habitants. Et vous êtes en train de tenir un discours sur 100 000 emplois. Voilà. Alors,
faites juste des calculs. Quand vous enlevez 100 000 personnes, parce que 100 000 emplois, c'est 100 000 postes occupés par 100 000 personnes. Enlevez 100 000 personnes dans 6 millions. Il va vous rester combien? Il va vous rester 5 900 000 personnes. Mais quand vous regardez le nombre de travailleurs aujourd'hui, on est pratiquement à 1 million. Et les 5 millions, on fait comment? Et lorsque vous dites il faut créer 100 000 emplois, les restes, on fait comment? Nous sommes dans un pays où il y a la pauvreté, il y a la misère, et bizarrement, c'est un paradoxe parce que notre pays, le Congo, avec tout ce qu'il regorge comme richesse, ne devrait pas vivre des choses comme ça. Et nous avons tellement... on a des gens qui ne sont pas responsables, des gens qui ne sont pas compétents, et pour être peut-être mesuré, il nous parle de 100 000 emplois. Mais le Congo n'a pas besoin que de 100 000 emplois. Il y a énormément des chômeurs dans ce pays. Et il faut que nous ayons des dirigeants responsables qui vont penser à donner à chaque Congolais un emploi. Moi, c'est ce que j'ai promis aux Congolais. Quand j'étais candidat, j'ai dit, je promets aux Congolais, à chaque Congolais, un emploi. On va dire, ouais, monsieur Mafula, comment vous allez faire? Mais j'avais présenté la manière dont les choses devraient se passer. Pour moi, il fallait aller réduire dans les dépenses inutiles que par exemple, ce que nous avons vu avec 400 millions qui doit être dépensé dans les évacuations sanitaires. Je pense que cet argent peut servir à créer quelque chose. Il y a des institutions dans notre République qui ne représentent que des dépenses et j'avais proposé la suppression de ces dépenses-là parce que on veut créer des emplois, il faut regarder les conditions qui peuvent permettre à ce que les entreprises arrivent dans notre pays. Donc la stabilité politique, côté régalien avec la justice, il y a plein de choses que j'avais expliquées aux Congolais pour qu'on arrive à avoir des emplois. Ce n'est pas ce que ce gouvernement est en train de penser. Mais donc, Foula, vous pouvez 100 000 emplois, ouais. 100 000 emplois pour le gouvernement, incapable de donner 100 000 emplois aux Congolais en une année, et ils ont dit qu'il faut aller jusqu'en 2026. Ouais. Mais vous imaginez, chaque année, disons même chaque mois, il y a un enfant ou un jeune qui a 20 ans, le mois prochain, il aura peut-être 21 ans par rapport à son anniversaire. Et pendant 3 ans, on a des jeunes qui vont devenir adultes et donc on aura encore plus de chômeurs. Mais vous restez sur le tableau de 100 000 emplois pendant 3 ans. C'est irresponsable. C'est montrer qu'ils sont incapables. Je pense que nous avons un gouvernement essoufflé, nous avons un gouvernement épuisé, et si nous voulons changer des choses, il ne va pas falloir penser changer des choses avec les mêmes qui ont créé les problèmes. Ils sont incompétents, et il faut peut-être qu'on pense à réorganiser notre pays pour que nous puissions avoir d'autres personnes soucieuses de présenter des solutions aux problèmes des Congolais. D'autres personnes, ils ne viendront pas d'autres planètes, c'est les Congolais. Parce que depuis les indépendances, il faut le dire, même après la conférence nationale, nous avons eu tant de gouvernements et on a du mal. Nous écoutons, nous aussi, chaque gouvernement qui arrive, prend des choses, on constate les faiblesses, les failles. C'est presque le même discours qui revient. Président Mafula, vous êtes président un jour. Mais en tout cas, nous ne sommes pas sur le terrain de la campagne, chers téléspectateurs. Mais j'ai affaire à un candidat, voilà, à un ancien candidat, certainement. Donc c'est pourquoi je vous renvoie ces choses. Et lorsque vous le dites, je vois la fibre d'un candidat qui parle à ses adversaires naturels. C'est pourquoi j'essaie de comprendre. Parce que vous êtes en train de tout peindre au noir. Non, voilà. Monsieur Okilas, oui. Je ne viens pas ici avec une volonté de montrer le côté sombre des Congolais. Mais le problème, c'est que les Congolais le savent. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que j'entends dans mes déplacements, dans ma proximité avec les Congolais, dans mes contacts avec les Congolais. Et on n'est pas en train de présenter quelque chose qui est nouvelle aux Congolais. Nous savons que nous sommes dirigés par des personnes qui sont incompétentes. Nous savons aussi que nous avons un président qui est là depuis pratiquement 40 ans et qui n'arrive pas à solutionner des problèmes. Monsieur Okilas, vous êtes journaliste, mais vous êtes d'abord citoyen. Et quand vous rentrez chez vous, vous avez des problèmes d'électricité, on l'a dit, des mamans qui vivent avec leur commerce n'arrivent pas à vivre avec leur commerce, n'arrivent pas à faire vivre la maison. Il y a des enseignants qui ne sont pas bien payés, il y a des retraités, et je peux vous dire une chose, ça fait 3 jours que je suis en train de prêter main forte à 4 personnes qui sont des retraités. Et c'est des gens, des papas que je connais. Je suis en train de les prêter main forte. Pourquoi? Parce qu'ils sont en difficulté. Mais
ce problème-là, ce n'est pas à un citoyen de le régler. Ce problème-là, c'est un droit. Et ce droit-là doit être respecté parce que nous sommes dans un pays où ces personnes-là ont travaillé et ils ont le droit d'avoir leur pension. Ils ont cotisé, effectivement. Ils ont le droit d'avoir leur pension. La retraite, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une période qu'on doit vivre difficilement. La retraite, c'est un repos. Et ce repos-là, normalement, toutes les personnes qui ont travaillé devraient être contentes d'être en repos parce que l'État doit les accompagner parce que c'est un droit. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Combien meurent? Combien de retraités meurent parce qu'il leur manque, je ne sais pas, 1000 francs, 2000, 3000 pour acheter un produit? Et vous avez des dirigeants et vous voulez qu'on les dédouane de leurs responsabilités. C'est une situation grave. C'est une situation grave, monsieur Okilas. Et je pense que quand vous rentrez chez vous, vous enlevez votre veste de journaliste qui cherche à mettre l'équilibre dans ce que je suis en train de dire. Mais vous êtes conscient de la réalité de notre pays. Alors, donc, l'État du Congo aujourd'hui, ce n'est pas une situation qui échappe à la compréhension des Congolais. Je ne viens pas ici inventer des choses, je ne viens pas ici pour non plus insulter ou noircir, je ne sais pas, l'image du président, parce qu'elle est déjà noircie par son incapacité à régler les problèmes des Congolais. Mais il faut retenir une chose, monsieur Okilas, c'est que nous pouvons sortir de cette situation dramatique si les Congolais prennent conscience qu'aujourd'hui, le président, il lui reste encore quelques mois pour finir son mandat, et si nous pouvons garder notre confiance et demain on pourra peut-être changer les choses avec les nouvelles personnes qui vont arriver et avec les nouvelles idées. Parce que le problème aujourd'hui c'est quoi? C'est que nous avons un président, nous avons 38 ministres, nous avons pratiquement 223 parlementaires qui n'arrivent pas à gérer un pays comme le Congo, avec 6 millions d'habitants. Et si vous voulez les images, 6 millions d'habitants, on peut aller juste à Kinshasa, ça peut faire quelque chose de 5 communes de Kinshasa. Et nous avons pratiquement 262 personnes qui n'arrivent pas à gérer 5 communes de Kinshasa. C'est une honte et c'est irresponsable de la part de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. En tout cas, je retiens le mot irresponsabilité qui revient souvent, le moment viendra, en tout cas, nous allons faire un vrai débat politique avec vous. Pour le moment, nous sommes sur l'actualité. Mais je continue à comprendre que c'est votre combat, c'est normal, vous mettez un combat pour votre pays et vous êtes politique, je l'ai toujours dit. Aux politiques, leur combat politique, c'est des vrais combats d'idées, des vrais combats de vision sur le pays, le Congo. Pour ceux qui n'ont pas, je le dis, l'habitude de comprendre le combat politique dans notre pays. Parce qu'il est arrivé que les gens font injonction dans des combats politiques. Voilà, ce qui est le propre des politiques. Alors, transition, nous allons passer donc à la crise financière et ses conséquences. Déjà, il faut dire que, comme vous aimez le dire, tous les Congolais sont au courant. Ça a été d'ailleurs annoncé par le pouvoir, le gouvernement. Le Congo traverse une période très très difficile. Et même la note du Trésor avait scandalisé certains Congolais à propos, comme la mode ici, c'est les notes sur les réseaux sociaux. On ne sait pas comment ça filtre, même dans les réseaux sociaux, les notes qui pouvaient être maintenues dans le secret administratif. Ça, c'est une parenthèse. Alors, le Congo vit une période aussi difficile. Ça a été dit, nous n'inventons rien. Alors, vous êtes politique. Quelles pourraient être les conséquences ou quelles sont les conséquences que vous constatez à 2 ans de la fin du mandat, avec 2025 comme année transitoire, et à l'orée de la rentrée, bon, tout ce que vous savez. Alors, déjà, il faut dire, vous êtes conscient de la crise ou pas, et quelles en sont les conséquences? Mais effectivement, nous sommes en pleine crise, nous vivons un moment d'angoisse. Et je pense que depuis très longtemps, nous sommes en train de vivre cette longue période d'inquiétude, et tous les Congolais sont unanimes là-dessus pour dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et aujourd'hui, avec la crise financière, on se pose bien des questions. Comment les Congolais vivent? Mais si on est d'accord que le Congo va mal, si on est d'accord que le Congo souffre, maintenant, il faut qu'on soit capable de se poser des questions de quel mal le Congolais souffre, de quel mal le Congo souffre aujourd'hui. Le Congo souffre de ceux qui dirigent le pays. C'est-à-dire que ceux qui dirigent le pays n'ont pas une vision politique qui va permettre à ce qu'on essaye de solutionner les problèmes des Congolais. Je vous prends un cas simple. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous avons des familles monoparentales, où nous avons des mamans qui vivent seules avec leurs enfants, qui vendent dans des marchés. Mais puisqu'il y a une crise financière qui frappe le pays, cette mère qui est en train de vendre au marché, elle peut passer toute une journée
à vendre. Et elle peut rentrer chez elle à la maison avec 500. Elle fait comment pour nourrir sa famille avec 500? Et elle fait comment pour préparer la rentrée de ses enfants? Parce que dans un ménage congolais, il faut prendre la moyenne de 3 enfants dans un ménage congolais. Comment cette maman va faire pour penser la rentrée à son enfant? Comment le retraité qui ne touche pas sa pension régulièrement va faire pour subvenir aux besoins de son enfant? Comment même l'étudiant qui n'a pas de bourse depuis très longtemps va faire pour subvenir à ses besoins? Parce qu'il y a aussi des étudiants qui ont des enfants. Comment ils font? Vous pouvez imaginer qu'avec cette situation de crise, c'est une inquiétude énorme pour les Congolais. Parce que, vous le savez, ce n'est pas toujours un moment d'excitation pour envoyer son enfant à l'école. C'est aussi un moment d'hésitation, un moment d'inquiétude, parce que chaque parent se pose des questions. Comment je fais pour envoyer mon enfant à l'école? Et là, il faut se poser des questions, parce qu'on a dit quel est le mal du Congo? Le mal du Congo, excusez-moi encore de le dire, ce n'est pas pour le sombrer. Il y a un an au mal du Congo. Le mal du Congo s'appelle Denis Sassou Nguesso, parce qu'il n'arrive pas à résoudre les problèmes réels des Congolais. Si les Congolais travaillaient, si les Congolais pouvaient se retrouver avec leur petit commerce, on n'aura pas de problème, on n'aura pas d'inquiétude à se faire pendant les moments de la rentrée. Mais que ce soit la rentrée, que ce soit même pour manger, que ce soit pour payer le loyer, c'est impensable. C'est-à-dire, je discute avec les familles congolaises, je peux vous garantir que c'est une situation extrêmement difficile pour des Congolais. Et c'est à ce moment-là que chaque responsable politique devrait prendre conscience que le pays va mal et que dans notre manière même de faire, dans notre manière de diriger le pays, il devrait avoir une différence pour qu'on arrive à mieux gouverner et peut-être penser aussi à mieux représenter ces Congolais-là avec comme élément d'exemplarité. Ils ne sont pas exemplaires. Oui, on va faire des constats comme tous les Congolais. C'est une réalité puisque ça a été dit, même par le gouvernement. La crise est connue de tous. Alors, vous avez le flair politique, vous avez une vision pour le Congo, vous aspirez, il faut dire, à diriger ce pays parce que vous êtes candidat, vous avez expérimenté la chose. Alors, au regard d'une telle crise qui dépasse un peu l'entendement des Congolais, et donc lorsqu'on pose la question du pourquoi, il y a trop de raisons à évoquer, selon vous, est-ce qu'il peut y avoir des remèdes à cette crise? Mais il n'y a pas de problème sans solution. C'est lorsque on refuse de voir la solution qu'à ce moment-là, le problème perdure. Il y a des solutions à ce problème. La première solution, c'est l'exemplarité. Des hommes. Les premières solutions, c'est la responsabilité et l'exemplarité des personnes qui sont en train de nous diriger. C'est la première solution. Si vous avez des dirigeants voleurs, si vous avez des dirigeants qui sont capables de taper dans la caisse de l'État pour leurs propres intérêts, à ce moment-là, on va toujours vivre les mêmes choses. Mais nous sommes un pays endetté. Et pourquoi nous sommes un pays endetté? Parce que nous avons mal géré l'argent que nous avons eu de ce pays. Mais pourquoi nous avons mal géré? Si il y a une gestion qui n'est pas efficace, qui n'est pas propre, ça veut dire que les gestionnaires sont le problème Lorsqu'on investit dans un projet, je crois, qui est palpable en matière de structure, je ne pense pas qu'on... Vous me parlez de quel projet? Mais il y a pas mal de projets, vous avez vu ce qui a été réalisé. Stade, aéroport, logements sociaux, ainsi de suite. Il y a quand même du réel. Monsieur Okilas, je vous parle des conditions de vie des Congolais. Je vous parle du cadre de vie des Congolais. Je ne vous parle pas de stade, parce que si aujourd'hui vous me parlez de stade, on peut aller visiter ces stades, vous allez voir l'état dans lequel ces stades-là se trouvent. Ça veut dire que nous n'avons pas priorisé résoudre des vrais problèmes de ce pays. On a pensé qu'il fallait en créer. Je ne dis pas que c'était mauvais de créer des stades, mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente, ces stades-là? Toute la dépense que nous avons effectuée, engloutie dans ces stades-là, quel est le résultat de ces dépenses-là aujourd'hui? Je suis en train de vous faire comprendre que les remèdes, nous pouvons les trouver. Il faudrait que nous ayons des hommes responsables à la tête de notre pays qui vont penser, solutionner les problèmes des Congolais. Vous savez, nous avons eu à gérer l'argent dans notre pays. Je vais vous prendre un exemple simple, parce que nous sommes dans une situation de crise financière, alors que nous étions, il y a par exemple 11 ans, un pays
qui donnait de l'argent aux autres pays. Le Congo, en 2013, a donné 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Et en 2013, si vous regardez la loi de finances, donc le budget de l'État de notre pays, je crois qu'on était à 4 milliards. Ouais. 4 000 milliards, je crois, quelque chose comme ça. Et la Côte d'Ivoire avait 3 800 000 milliards comme budget. 11 ans après, le pays qui a donné de l'argent à la Côte d'Ivoire n'arrive pas, et la Côte d'Ivoire qui a reçu l'argent, aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un budget de 11 000 milliards. Et nous avons un budget de 2 600 milliards. Est-ce que vous trouvez ça logique? Ça veut dire que quelque part, vous avez des gouvernants défaillants. Le problème du Congo, ce n'est pas d'aller chercher loin. C'est des gens qui sont en train de nous diriger. C'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Parce que les gens peuvent dire c'est un problème d'idées, mais les idées sont incarnées par des hommes. Et donc, si vous ne changez pas des hommes, vous ne pouvez pas changer des idées. Et si vous demandez à des gens qui ont réduit ce pays-là en miettes, à des gens qui ont détruit ce pays, de reconstruire ce pays, ils ne pourront pas le faire. C'est pour cela que j'appelle les Congolais à une patience. Il faut qu'on observe cette patience-là parce qu'il y aura un moment où nous allons décider comment réorganiser, refonder notre pays. Vous annoncez déjà 2026, hein? La bataille sera rude. Hein? Je n'annonce pas 2026 parce que 2026, coûte que coûte, va arriver. Ouais. Ce sera un grand rendez-vous avec les Congolais. Oui, oui. Mais ici, je suis en train de vous parler de la situation actuelle. Oui, la situation actuelle. Alors, passons cette fois-ci à la sécurité. Nous avons vu arriver une nouvelle équipe, il faut dire comme ça, un nouveau commandement de la police qui a mission de suivre le même combat, par exemple, la lutte contre cette jeunesse violente qui a brûlé, qui a tué, qui a tout fait dans la société. Aujourd'hui, pour certains, il y a un peu d'apaisement, ainsi de suite. Je vais donc parler de la sécurité de la population. En politique, celui-là qui veille, et il a la température de la sécurité du pays, parce qu'il s'agit de la sécurité des populations. Qu'est-ce que vous voulez dire la sécurité présentement des Congolais? Écoutez, nous avons tous suivi le changement du personnel au niveau du commandement de la police. C'est une bonne chose. Ouais. On ne peut pas dire changer les hommes, ce n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut leur laisser le temps pour qu'on arrive à regarder si leur management peut apporter des solutions aux problèmes d'insécurité que nous sommes en train de vivre. Mais il faut aussi le dire que cette situation d'insécurité inquiète les Congolais. Oui. Les Congolais sont inquiétés chez eux à la maison. Oui, même quand vous êtes chez vous, dans votre propre maison, vous êtes inquiétés parce que vous ne savez pas ce qui va se passer la nuit. La nuit, les gens ne dorment pas tranquillement. Et ils sont inquiétés dans les ruelles, ils sont inquiétés dans des grandes villes. Même dans les voitures. Ils sont inquiétés dans des voitures, ils sont inquiétés à l'école. Oui. Vous pouvez imaginer le degré d'inquiétude des Congolais en ce qui concerne le problème de l'insécurité qui sévit aujourd'hui notre pays. Mais quelles sont les solutions? Voilà. Quelles sont les solutions? C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent ne nous présentent pas des solutions efficaces pour lutter contre la délinquance juvénile. Et je vois des gens qui pensent que l'arrivée de ce nouveau personnel peut régler le problème. Ouais. Mais vous savez, c'est comme une sorte... on est dans une histoire d'entonnoir. Vous savez, c'est que quand vous mettez des choses, à un moment donné, c'est à la fin qu'on va voir ce qui va sortir. Effectivement. Sauf que dans cette situation, la police arrive à la fin de la situation. Or, le problème, c'est qu'il faut le traiter dès sa racine. Le problème de la délinquance, ce n'est pas la police. Il faut s'attaquer. Le problème de la délinquance, c'est des conditions misérables des Congolais, la pauvreté des parents. Le problème de la délinquance aujourd'hui des jeunes, c'est le manque d'autorité parentale dans des familles. C'est à ce niveau qu'il faut attaquer ce problème. Parce que si vous pensez que c'est la sécurité qui va résoudre le problème, non, la sécurité est là pour... quand la sécurité arrive, ça veut dire qu'il y a déjà un délit qui a été commis ou un crime qui a été commis. Et donc, ce que nous devons faire, nous devons avoir des mesures préventives au niveau primaire de la situation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il y a la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes? C'est que les jeunes ne respectent plus les parents ne sont plus en mesure de faire imposer leur autorité. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème financier. S'il n'y a pas un accompagnement financier des parents, vous aurez toujours ces problèmes-là. Peu importe ce que la police peut faire,
C'est-à-dire, vous arrêtez des jeunes délinquants aujourd'hui, il y en aura encore demain parce que la situation... Effectivement, excusez-moi, mais le mot, le leitmotiv qui revient, qui sort de la part des policiers, c'est souvent les responsabilités des parents. Ça revient souvent. Et on a pensé même une fois qu'il faut parfois interpeller aussi les parents dans une telle société qui va dans tous les sens. Je peux comprendre cette approche, mais moi je pense qu'il faut toujours avoir des politiques préventives. C'est quoi une politique préventive? C'est une politique qui va empêcher qu'un phénomène se produise. À ce moment-là, c'est où se trouve le nœud du problème. Le nœud du problème se trouve dans la cellule familiale. C'est-à-dire qu'un parent qui n'a pas les moyens ne peut pas être responsable de son enfant. Parce qu'en réalité, ces enfants, ces jeunes cherchent quoi? Ils sortent pour trouver quelque chose à manger, ils volent les téléphones, ils tuent pour avoir de l'argent à côté. Donc, ce sont des besoins qui sont exprimés. Voilà. Et puisque nous sommes dans une société où ni les parents, ni les jeunes ne travaillent pas, alors un parent qui ne peut pas nourrir son enfant n'aura pas cette autorité sur cet enfant. Et cet enfant peut aller dehors. Donc, il faut une véritable politique de soutien familial. Et à ce moment-là, nous allons avoir dans des familles des gens qui travaillent, ou des gens qui peuvent avoir des revenus, parce que dans notre pays, si on organise bien ce pays qui est riche, on peut même payer des gens qui ne travaillent pas. C'est possible dans ce pays. Comme la Libye de Kadhafi à l'époque. Parce que si dans notre pays, nous avons des ministres qui peuvent facilement, dans toute impunité, voler des milliards, ça veut dire que si nous sommes dans un pays sérieux, nous pouvons réorganiser la redistribution de cette richesse-là qui est volée. Donc le problème, pour moi, de l'insécurité, c'est un problème qu'il faut regarder en amont. C'est-à-dire que traiter le problème à la racine, c'est au niveau de l'accompagnement familial. Parce que je pense que l'accompagnement éducatif, tout parent a envie de faire cela, mais tout parent n'a pas les moyens financiers pour faire face à de telles situations. Donc on règle le problème à ce niveau-là, vous allez voir que ça va alléger forcément les forces de police pour leur travail de maintien d'ordre. Mais après, on a besoin de la police pour effectivement maintenir l'ordre. Mais puisque ce phénomène est allé jusqu'à l'école, moi j'ai toujours proposé la vidéosurveillance au niveau des établissements pour ne pas que nous puissions avoir ces bébés noirs, parce qu'ils sont appelés comme ça, dans les écoles. Et après, il faut aussi penser à des formations professionnelles qui vont aboutir à des emplois. Parce que si vous voulez enlever une matiette dans la main d'un jeune, il faut remplacer quelque chose. Il faut l'occuper. D'accord. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut regarder ce problème-là froidement, en commençant par le commencement du problème, c'est-à-dire que le problème au niveau des familles. Et je pense qu'on ne pourra pas seulement réduire, mais éradiquer ce phénomène de la délinquance juvénile dans notre pays. Merci beaucoup, Président Dave. En tout cas, s'attaquer aux causes d'abord, voilà, et mettre des vraies politiques sociales qui prendront ces jeunes en charge. Voilà la solution que propose le président du parti Les Souverainistes, Dave Mafoula. Nous allons boucler, disons, avec ce qui vous est propre. Vous avez 13 minutes pour le faire, l'opposition congolaise. Alors, président, vraiment, j'ai toujours souhaité un grand plateau avec vous. Moi, je promets aux téléspectateurs de le faire. Généralement, ou par habitude, c'est rare qu'on parle opposition. Mais les opposants parlent dans ce pays. Et vous allez constater que le travail journalistique, en général, porte sur le pouvoir. Alors qu'en démocratie, nous avons l'équilibre du pouvoir. Le pouvoir, c'est un pouvoir. Lorsque la majorité a été votée, ce n'est pas tous les Congolais qui l'ont voté, d'où l'opposition. C'est la règle démocratique. Alors, première question sur l'opposition. Peut-on parler d'une opposition au Congo? Y a-t-il une opposition au Congo? Il y en a un qui est en face de vous. Ouais. Et si je me présente ici en tant qu'acteur politique de l'opposition, c'est que oui, effectivement, on peut parler de l'opposition dans notre pays. Mais vous avez tendance à négliger l'existence de l'opposition. Et c'est très dangereux parce que... C'est ce que je dis. C'est très dangereux parce que vous pensez que des gens qui se lèvent, qui sont bien évidemment dans le vrai combat de l'opposition, ne font pas ce travail de l'opposition. Ce n'est pas facile d'être opposant dans un pays comme le nôtre. Ce n'est pas facile. Parce que nous avons un pays dont les dirigeants, pendant 40 ans, ont créé toute une mentalité où, quand on se lève en politique, il faut venir avec de l'argent. C'est-à-dire on a corrompu les mentalités
Et ça, c'est le travail que le PCT et ceux qui dirigent le pays ont fait, ce qui fait que nous avons des difficultés aujourd'hui à avoir ces grands moments démocratiques avec les Congolais. Mais il y a aussi le problème avec nous-mêmes, c'est que l'opposition, bel et bien, enfin, elle existe bel et bien, mais l'opposition a une défaillance au niveau organisationnel. C'est ce que nous pouvons peut-être avec les autres qui vont m'écouter aujourd'hui, parce que j'ai toujours appelé à un rassemblement, parce que nous ne devons pas être fracturés, puisque nous, aujourd'hui, nous pouvons peut-être faire renaître l'espoir pour les Congolais. Donc, c'est à l'opposition de se réorganiser. Mais il ne faut pas non plus, M. Okilas, penser qu'il n'y a pas d'opposition au Congo. Il y a une opposition au Congo, mais cette opposition, elle n'est peut-être pas assez affirmée, parce que les conditions ne permettent toujours pas. Nous faisons du forcing. Je peux vous le garantir, nous faisons du forcing. Parce qu'il y a bien des gens qui veulent venir sur votre plateau pour parler. Vous savez les conditions pour venir sur ce plateau. Je ne vais pas en dire ici. Et vous croyez que c'est toujours facile pour tout le monde de venir ici? Moi, j'aimerais bien être sur votre plateau tous les jours. Mais est-ce que ce serait possible pour moi de venir sur ce plateau tous les jours? Sauf si vous me permettez de venir tous les jours et à ne rien faire. C'est-à-dire, vous savez de quoi je vais parler, parce qu'on est face aux téléspectateurs. Donc, vous voyez que nous sommes dans une difficulté. Et de l'autre côté aussi, ceux qui nous gouvernent, s'ils ont le souci de ce pays, pourquoi ils n'arrivent pas à débattre avec les Congolais? Pourquoi nous avons un Premier ministre, depuis qu'il est nommé, jusqu'à aujourd'hui, aucun débat avec un acteur politique à la télé où on voit, voilà, l'échange sur la confrontation sur la vision. Ils ne le font pas. Les ministres ne le font pas. Les députés ne le font pas. Le Premier ministre ne le fait pas. Le président, encore, on peut comprendre. Il est président, il peut être au-dessus de tout. Mais ces ministres peuvent débattre avec l'opposition. Vous aspirez à se face. J'aimerais bien, et c'est une invitation aussi, si le Premier ministre, parce qu'il y a tellement de choses dans notre pays, tellement de choses dans notre pays qu'il faut en débattre avec ceux qui nous dirigent. Donc moi, je suis disponible à débattre avec le Premier ministre sur des questions qui minent aujourd'hui notre pays. À ce moment, on peut comprendre la vision de l'opposition qui sera confrontée face à la vision de ceux qui nous dirigent. Peut-être que là, on pourra arriver à créer les conditions d'une véritable culture démocratique, ce qui manque dans notre pays. Je vous dis, il y a une mise au point, j'ai l'habitude de le faire. C'est ça tout le mal que nous subissons la presse. Parce que, généralement, les téléspectateurs voient, lesquels viennent débattre des questions du pays. Ce sont les intellectuels, ce sont, il faut dire, l'élite. Mais en tout cas, les politiques, non, je me permets de le dire. Et chaque fois que ces derniers ont émis une idée, c'est souvent le politique qui revient pour dire « Mais non, vous ne maîtrisez pas le dossier, il ne fallait pas dire ceci. » Je profite de l'occasion, je prends avec moi, je prends la doléance avec moi. Franchement, vous êtes en train de passer sur mon plateau, j'aimerais bien inviter qui le voudra de la majorité présidentielle pour ce face-à-face, afin qu'au moins qu'on inaugure le face-à-face au Congo. Nous voyons au niveau de la RDC. Ça fait quand même mal. Nous ne sommes pas des génies. On n'a pas la science infuse de venir parler sur mon pays. Cependant, il y a des acteurs appropriés. Vous êtes l'opposition. Je m'irai voir demain ou la semaine prochaine un monsieur de la majorité. Ce face-à-face va permettre aux Congolais de mieux comprendre parce que c'est vous qui portez la vision. Voilà. Et ça va aussi aider les journalistes d'être protégés aussi. Parce que souvent, merci beaucoup d'ouvrir cette brèche. Alors, l'opposition elle-même, est-ce que vous vivez en harmonie, par exemple avec Yuki, avec l'UPADES, ainsi de suite? Est-ce que vous constatez la fragilité aujourd'hui de l'opposition, du fait que Yuki se cherche, l'UPADES, à un moment donné, il a été cocté, il faut le dire comme ça, parce que le patron de l'UPADES, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne dit pas de lui lorsqu'il porte la parole maintenant du gouvernement parfois? Et vous, au niveau de l'opposition, qu'est-ce que vous en dites? Je ne viens pas ici. Permettez-moi, c'est ce que je vois. Je ne viens pas ici pour porter des jugements sur l'opposition, sur des partis politiques, mais parce que je sais une chose, c'est que l'opposition congolaise aujourd'hui a des composantes. Le pouvoir en place a réussi, ça il faut le dire, à fragiliser un peu la confiance entre les opposants, parce qu'il y en a toujours qui sont dans le vrai, d'autres qui jouent le jeu du pouvoir. C'est une bonne guerre. Hein. Donc on arrive, effectivement, nous sommes en politique. Nous sommes en politique et c'est tout à fait raisonnable. Mais il y a les appétits que nous avons vis-à-vis de ce combat que nous sommes en train de mener. Moi, le véritable appétit que j'ai de la politique, c'est résoudre des problèmes des Congolais aujourd'hui. Alors si nous sommes tous conscients
qu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin des hommes et des femmes qui peuvent mieux diriger demain, mieux le représenter demain, c'est que c'est à la responsabilité de cette opposition de se rassembler. Moi, j'ai toujours eu ce discours de rassemblement. Peu importe avec qui on peut faire ce rassemblement. Si c'est Yuki, si c'est l'UPADES, si ce sont les autres partis, on doit trouver un moyen de se retrouver parce qu'il y a un rendez-vous qui arrive et nous ne devons pas aller à ce rendez-vous comme nous l'avons fait bien avant parce qu'on risque d'avoir les mêmes résultats. Nous devons tous être soucieux de ce que le pays est en train de vivre en ce moment, parce que je l'ai dit ici, c'est une période d'inquiétude énorme et nous devons prendre nos responsabilités pour garantir la victoire et l'alternance à ce peuple qui l'attend depuis très longtemps, parce que nous avons des gens qui nous dirigent qui sont très dangereux et si on les laisse continuer. Vous avez des mots forts. Ce n'est pas un mot fort, monsieur Okilas. Je crois que ce sont des mots justes. Voilà. Ce que vous appelez par mots forts, moi, je considère que ce sont des mots justes. Ce sont des gens qui sont très dangereux parce que je conçois très mal que nous ayons un président qui peut voyager comme il veut, qui peut fêter comme il veut, alors que son peuple est en train de mourir de faim, son peuple est en train de vivre des difficultés, les retraités dans son pays sont en train de mourir parce que leur manque de l'argent. Je crois que s'il y avait un peu d'exemplarité, un peu de souci de ce peuple-là, il y a des choses qu'on ne devrait même pas voir dans ce pays. Alors, merci bien. En tout cas, la parole va vous revenir. Je viens d'épouser là, mais cette préoccupation avec vous, comme vous avez venu de suivre, chers téléspectateurs. En tout cas, les préoccupations que j'ai eues à traiter avec un ancien candidat qui certainement va se représenter, nous ne sommes pas dans la phase de la campagne, mais il apporte un regard sur les questions qui minent en tout cas la vie nationale. D'autres certainement le feront. Et il a annoncé presque le face-à-face. C'est un défi politique, on vous rend bien. À qui le tour prochainement sur Maghrebassa. Alors, donc au sortir du regard que nous avons porté sur l'actualité nationale, plus précisément vous, président Dave Mafoula, je vous remets la parole. Regarde sur notre caméra, aux téléspectateurs, pour dire votre mot de la fin et qu'est-ce que vous dites à la fin sur la situation globale actuelle. Écoutez, je sais que les Congolais sont en train de vivre des moments très difficiles. Je crois que toutes les familles sont confrontées à cette situation d'insécurité, l'insécurité de façon large, parce qu'il y a d'abord l'insécurité de nos propres vies, il y a également l'insécurité en ce qui concerne les besoins que nous pouvons avoir dans la famille, nos enfants qu'il faut nourrir, nos enfants qu'il faut envoyer à l'école et qu'il faut peut-être aller les faire soigner. Toutes ces choses-là ne sont pas aujourd'hui accessibles. Tous ces problèmes réels ne sont pas résolus. Nous sommes avec un pouvoir qui, je le dis encore, très dangereux parce que qui ne réussit pas à solutionner vos problèmes. Mais je pense une chose, c'est qu'il nous reste quelques mois pour aller encore à un autre rendez-vous électoral et je pense que vous aurez la possibilité de décider de comment est-ce que les choses vont se passer à partir de 2026. Tout ce que je peux demander aux Congolais, c'est de faire preuve de patience parce que le Congo n'est pas dénué des personnes capables de diriger ou de mieux diriger ce pays. Nous avons les possibilités de le faire et aujourd'hui, il faut garder cet espoir que demain, les choses peuvent changer. Moi, je suis cet acteur qui pense toujours le bien des Congolais et je me bats pour que demain, nous puissions créer des conditions du bonheur des Congolais. Merci beaucoup en tout cas, M. Dave Mafoula. Voilà qui a été de notre échange. Vraiment, c'est ça la politique. C'est ça la vision. Et vraiment notre souhait, c'est d'avoir des gens en tout cas chargés de capacité de discourir avec nous sur ce plateau sur les questions de la vie nationale. C'est ça le vrai combat démocratique. Chacun vient sur ce plateau émettre ses idées pour le Congo. Que d'attendre que ceux-là n'ont pas la vision, ceux-là qui ne sont pas dans la compétition politique viennent parler et qui nous assistent. Franchement, ça fait très mal et là, on ne porte pas le Congo. Voilà la lecture donc, de ce candidat de l'opposition, du président du Parti des souverainistes, ancien candidat, comme je l'ai dit, Dave Mafoula. Il venait de faire donc, sa lecture sur l'actualité nationale. À qui le tour prochainement? À qui la réplique? En tout cas, nous sommes ouverts à toute réaction. Et nous ne sommes pas ouverts aux remarques. Je dis bien, le plateau Maghrebassa est ouvert à tout le monde. Président Mav, en tout cas, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Dans votre tournée,
Nous resterons en contact pour avoir de vos informations et nous vous donnerons le retour des différentes réactions des Congolais. C'était donc avec l'opposition congolaise. Nous attendons donc le tour de la majorité présidentielle et les partis du centre. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.